On est good? Zed? Zed, on est good? Clairement. All right. All right. On va starter ça, folks. Premièrement, moi, je suis un gars émotif un petit peu. Fait que je dois avouer qu'il y a une aussi belle puis grosse crowd de mobiliser pour notre premier show à Montréal. C'est fucking sick. Fait que merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par remercier ma mère. Non, on va pas aller, on va pas aller là. Non, no jokes. J'ai des gens à remercier avant qu'on rentre dans la conversation avec JR. Donc, ce mois-ci, mois de septembre, pour Ça se passe, on a des gens qui nous supportent. On a la job du mois. Ça, c'est sponsoré par 4Waves, un SaaS, une plateforme pour créer, gérer des événements d'éducation scientifique, etc., académiques. Ils sont à la recherche d'un back-end developer ou full-stack developer. Vous pouvez aller sur saspace.com/la-job du mois, tout d'un bout. Puis vous allez voir les détails. Il y a une entrevue avec le founder, CTO, etc., etc. Fait que merci à 4Waves. On a aussi Baseline, Baseline.Québec, une firme d'accompagnement AI qui ont aidé beaucoup de SaaS. Le show, épisode 41, il y a le founder David Beauchemin qui est venu. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi. Puis sur notre channel YouTube, sur leur page partenaire, sur Ça se passe, il y a une entrevue avec moi et David qui explique vraiment l'offering de Baseline. Puis, last but not least, Workleap, merci beaucoup pour les bureaux, pour l'aide, pour l'accueil, puis juste pour le temps. Puis aussi, tout ce que vous buvez, c'est sponsoré par Workleap. Fait que merci aux sponsors. JR, on est prêt? On est prêt. Ça fait longtemps, c'est le fun. Ouais. Au moins, t'es chez vous. Tu sais. Exact. C'est le fun de voir. Dans le temps, on en faisait beaucoup des rencontres avec l'auditorium, mais là, c'est le fun de voir que ça recommence tranquillement. Dans un monde avant la maladie qui ne doit pas être nommée. Exact. Écoute, on a comme un peu un reveal un peu drôle à faire pour commencer le pod, parce que ça fait 2 mois qu'on market puis qu'on dit « Hey, gros podcast, ça se passe avec Workleap, avec Simon Deben, le cofondateur. » Puis pour ceux qui sont vraiment des fins observateurs, vous allez remarquer que c'est pas Simon Deben, dans le fond, qui est là. Fun fact, JR, tu as eu un texte à... Il était minuit. Je finissais ma game de hockey. J'ai reçu un texte. « Hey, demain, peux-tu me remplacer au podcast? » Moi, oui. Toi, tu le sais à 2 h du matin, je pense. Moi, j'ai un courriel à 2 h du matin. On veut juste dire félicitations parce que sa conjointe a accouché. Donc, c'était une bonne raison, je pense, de skipper le pod. All right. Fait on fait tout le temps, pour commencer, un petit recap de comment on se connaît. Là, ça va être quand même short and sweet parce qu'on s'est connus il y a à peu près 2 heures dans une salle vraiment trendy dans le fond là-bas. Mais c'était cool comme salle. Puis je me suis rendu compte que t'étais pas un ass-bag. C'est tout le temps vraiment un bon signe pour faire un pod de dernière minute. Mais blague à part, moi, je suis rentré en relation avec Workleap en général via Mathieu Dumont. Ouais. Mathieu Dumont qui gérait Didact, qui était votre première acquisition. Yes. Mathieu Dumont qui m'a aussi texté que j'étais aussi également chanceux d'avoir JR parce qu'il disait que c'est le jackpot. Fait. Merci à Mathieu de nous avoir connectés. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Puis je trouve que ça commence en force, notre présence à Montréal. Fait que merci, dude. J'ai le goût que tu nous fasses un mini recap de ton parcours professionnel, juste pour que le monde qui ne sont pas nécessairement habitués à te voir ou à te parler catch qu'est-ce que tu as fait puis où est-ce que tu es aujourd'hui, mettons. Yes. Fait que... ça a commencé, ça fait longtemps, là. on a plus 20 ans, mais sérieusement, mon nom, c'est Guillaume Roy, donc cofondateur de Workleap, anciennement Gsoft pour les gens qui nous ont entendus sous ce nom. Donc, je viens de Québec. Je viens de Québec. J'ai fait mon cégep, ma technique informatique à Limoilou, Québec. Fait que ça se passait pas mal dans ce temps-là. Je suis venu à l'ETS à Montréal, donc en 2004-2005. C'est là que j'ai rencontré Simon pour la première fois, l'ETS. Donc, on s'est rencontrés à l'initiation de l'ETS. Obviously, la première journée d'école, on se rencontre. Puis, je pense 6-8 mois plus tard, on a fondé Gsoft, donc la compagnie. Donc, ça a été quand même un baptême de feu pour nous. On était 3 gars de 21 ans, 20-21 ans, mettons.
Puis, on a commencé cette histoire-là. Là. Toi, Simon, Sébastien, Yes. étiez-vous potes avant de vous rencontrer à l'Uni ou pas? Moi, j'arrivais de Québec, donc je connaissais personne. D'accord, ok. Donc, j'ai connu Simon à l'université. Puis, Sébastien, c'est un ami de longue date de Simon. Right. Puis toi, ton input, parce que là, clairement que tu as eu plusieurs inputs, ça fait 17 ans, hein? Ouais. Ça a été mostly engineering, produit, marketing, finance, business, whatever. Ouais, à travers les années, beaucoup de différents chapeaux que j'ai portés, admettons, mais vraiment, à la base, j'allais à l'ETS en génie logiciel, donc engineering, c'était un peu mon dada. Là. Donc, au début de GSoft, j'étais vraiment le CTO, admettons, là, donc la première personne qui gère un petit peu les devs puis les produits qu'on bâtissait pour nos clients. Puis en grandissant, donc avec les années, là, j'ai vraiment un de mes accomplissements professionnels, c'est vraiment de démarrer le produit Office Vibe. Donc, vraiment, c'est là que j'ai commencé à travailler dans le produit plus et puis le monde de start-up, il y en a beaucoup ici, là, le monde le savent, mais quand tu commences un nouveau produit, ben, tu as tous les chapeaux, fait que marketing, sales, support, dev, etc. Donc, on est vraiment parti de rien, puis on a grandi les produits. Là. Très cool. Puis, mettons que tu nous fais l'histoire accélérée de GSoft, maintenant Workleap. Moi, le point de départ que je connais, c'est, on l'a entendu souvent, l'histoire, Simon, il l'a compté à une couple de places. Ça a commencé par du service. Yes. Right? Puis en accéléré jusqu'à Workleap, ça a été quoi les gros steps? Ouais, les gros milestones, je te dirais, on a commencé vraiment petite shop de service. Donc, 7 à 10 premières années, là, on a fait du service avec plein de clients au Québec, partout. Ensuite de ça, on a commencé notre premier produit commercial à succès, donc SureGate, donc un SaaS de... Dans le temps, c'était pas vraiment un SaaS, là, mais c'est quand même un SaaS. C'est un des premiers produits tech de migration de documents dans SharePoint. Donc, très technologique. Là, on ne rentre pas dans les détails, mais on avait une approche qui était quand même SaaS. Et à l'époque, c'était quand même spécial. Là. C'est un logiciel desktop là, que tu installais sur ton ordinateur. Il y avait des mises à jour automatiques, le Always On Support. C'était quand même disrupteur dans le temps, ce modèle d'affaires-là. Avant, tu vendais un logiciel version 2, puis tu avais du support pendant 2 ans, puis après ça, il fallait que tu changes. Nous autres, on arrive avec un nouveau modèle, tu payes à chaque année. Le support, qui est ton produit qui s'améliore à toutes les années. Donc, c'est vraiment un disruptor. Ça a été un énorme succès. Là. Encore aujourd'hui, c'est incroyable. Des fois, on se demande, c'est encore un gros driver de growth, de revenus pour vous autres. Toujours. Ça reste un de nos produits forts. Puis après ça, quelques années plus tard, on avait encore le service dans le temps. Donc, on avait le service, on avait SureGate. Puis, quelque chose qui a toujours été un peu dans les racines de GSoft. Je vais appeler GSoft parce que dans le temps, c'était GSoft. Donc, dans les racines de GSoft, c'était vraiment tout ce qu'on faisait au niveau de l'expérience de nos employés, qu'on essayait de créer des environnements de travail incroyables, malgré qu'on avait des personnes qui étaient chez des clients, d'autres personnes qui travaillaient sur des produits. Fait que c'est un petit peu disparate, mais un des trucs qu'on a toujours investi beaucoup, c'est dans l'expérience de nos gens. Puis, de fil en aiguille, c'est là qu'on a créé Office Vibe, qui était le deuxième produit commercial qu'on a réussi, qu'on a bâti, donc qui était un logiciel d'engagement des employés. Donc, on mesurait l'expérience des employés en continu, puis on était capable d'aider les business à ramener un petit peu cet esprit-là qu'on avait réussi à bâtir ici. Puis, à la différence, je ne sais pas à la différence, mais je ne sais pas si ShareGate, vous avez fait du dog fooding, l'utilisez vous-même ou... Oui. Okay. Oui, à la base, on faisait beaucoup de mandats SharePoint avec nos clients. Donc, l'idée de ShareGate, originalement, c'était vraiment de nous aider à mieux accomplir nos mandats de consulting. Puis après ça, c'est devenu un produit. Puis la même trame de dog fooding, de certains problèmes que vous identifiez en entreprise, que vous vivez, assez continué avec Office Vibe, j'imagine, puis avec tout le reste après? Oui. All right. Il fait chaud, hein? Un petit peu. Écoute, les autres milestones, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu des shops de services qui tentent de faire un pivot sur du produit, il y en a plein. Fait que là, on pourra creuser là-dessus, mais comme dans la timeline GSoft à Workleap, c'est quand que le service comme disparaît de la map? Bonne question. Ça fait environ 8 ans, give or take. Je n'ai pas la date exacte. Là. On a fait une dizaine d'années qu'on a fait du service, donc environ 6-7 ans qu'on a fermé
la division de service. Le pourquoi qu'on l'a fermé à la base, c'était pour ramener du talent dans nos produits qui nécessitaient du growth, puis on voulait augmenter justement notre force dans les produits. Là. Puis c'est drôle d'autre parce que tu parlais comme de l'inception un peu du début de ShareGate, puis tu disais, tu sais, c'était un modèle un petit peu plus distribué de software, pas nécessairement le old school, installation locale, whatever. Puis récemment, pour ceux qui ont suivi un peu, mettons, sur Twitter ou peu importe, 37 Signals ont fait comme un gros statement que l'ère des SaaS était révolue. Bon, ils ont mis un petit peu de nuance, là, puis tout ça, mais qu'eux, ils nous ont aidés à arriver dans le SaaS, puis là, ils vont nous aider à en sortir, puis tout ça. Fait que c'est intéressant de voir, I guess, le software, c'est comme la mode, là, il y a des cycles. À voir si ça va pogner ou pas comme mode. 17 ans, man, avec les mêmes... Vous avez fait 17 ans avec les mêmes 3 personnes? Ouais. Vous étiez potes au départ, tu parlais d'initiation, whatever. Ma première question, c'est, êtes-vous encore potes? Ouais. Ouais, parfait, 100%. Puis ma deuxième question, c'est, qu'est-ce qui a changé dans votre relation? Parce que vous étiez des kids, là, on s'entend. Puis là... On a, effectivement, on a évolué pas mal les 3, puis, tu sais, sérieusement, c'est surprenant à quel point quand tu t'entends bien avec des gens à la base, puis tant que nos ambitions sont encore alignées, tout ça, sérieusement, c'est magique. Là. Je me rappelle dans le temps, les vétérans, là, le monde qui a déjà eu des business avant, était comme, 3 personnes, tu vas voir, ça va être difficile, à un moment donné, vous allez être déconnectés, puis ça va briser ou quoi que ce soit. Nous autres, on a toujours été dans la ligne. Non, je pense que c'est possible. Là. Si on est 3 personnes qui s'entendent bien, qui veulent changer un peu le monde, let's go. Là, c'est sûr que c'est possible. Puis, regarde, on a réussi à prouver que je pense que ça se fait. Là. Puis tu considères-tu qu'il y a quelque chose justement qui a changé ou comme tu regardes ces gars-là de la même manière où je sais pas si vous aviez des habitudes de jouer au hockey, tu parlais de ça. Y a-tu beaucoup du pareil qui est encore là que vous avez maintenu, mettons? Quand même. Là, c'est sûr que c'est pas la même dynamique. À 21 ans, sort de l'université. En fait, on débutait l'université. Ouais, 21 ans, un peu wild, admettons. Là, fait que c'est pas la même dynamique qu'aujourd'hui, 38 ans, avec 2 enfants, 3 enfants, Simon et Seb. Donc, c'est des dynamiques différentes, mais on se voit encore assez souvent, toute la gang, puis on a du fun, puis c'est différent, mais ça n'a pas changé. Tout le temps fucking intéressant pour moi de voir comment l'amitié vit le test de l'entrepreneuriat. Pour plusieurs raisons, mais je suis content de voir ta réponse, man. Ça semble être... Ouais, puis en plus, j'ai même pas d'histoire croustillante. Non, ça a toujours comme bien été, puis je sais pas. On est chanceux. C'est fini, dans le fond. Exact. C'est le fun. Il y avait une question cruciale aussi là, au niveau du skateboard. Je pense que vous étiez comme connu pour avoir une rampe de skate dans vos bureaux à l'époque. On en a encore une. Vous en avez encore une? Félicitations pour ça. Puis, Puis la vraie question, si vous étiez 3 mousquetaires, c'était qui était le meilleur en skate? Simon. Simon? Ouais. Toi, et de loin. Kickflip, t'en as-tu déjà landé un? Jamais. Non. Mais avec beaucoup de pratique, j'ai jamais fait de skate vraiment avant de connaître Simon. Avec beaucoup de pratique, j'ai réussi à dropper la rampe une fois. Let's go! Sans me blesser. Là, c'est comme, Oui, c'est ça. Les assurances, ils font quoi quand tu dis on va mettre une rampe de skate? Il y a de l'alcool aussi. J'ai pas entendu. On va couper ça en post-prod. Mais il y a une autre chose, parce que je disais, tu sais, je faisais un peu de prep là, pour cette interview-là, parce que dans le fond, je prends ça au sérieux vu que j'ai pas d'autre job. Puis, je faisais un peu de prep, puis je lisais le post à Simon qui annonçait Workly. Puis, il y a comme un shout-out au fait que G-Soft, ça a été quand même inspiré de G-Unit, un excellent groupe de rap qui a fait partie de ma vie. Fait que t'es un amateur de rap? Un grand amateur de rap, ouais. Puis, à cette époque-là, y a-tu, mettons, un album qui t'avait marqué un peu plus que d'autres? Ben, c'est sûr que grand fan de G-Unit et de 50 Cent, bien entendu. Donc, Shout out 50. Ouais, shout out 50. Je me l'ai fait demander, en fait, sur LinkedIn aujourd'hui. Parle de G-Unit, là, c'est important. Je trouve ça bien drôle. Mais, ouais, 50 Cent, Get Rich or Die Trying, je pense que ça fait partie de mon DNA. Il est en tournée en ce moment, puis il sell out. Comme nous, d'ailleurs, on a sell out, mesdames et messieurs, à 100 tickets. Parfait, man, c'est une excellente réponse. Il y a Berge aussi, là, Alex Bergeron, qui était là, qui fait la bouffe, puis on était des gros fans aussi de Get Rich or Die Trying. Dirais-tu que c'est ton mantra de vie aujourd'hui?
Je dis... Très bonne question. Je pense pas que c'est mon mantra de vie de get rich, mais l'histoire de travailler pour... une startup, une SaaS, pour moi, ça reste quand même ça. Là, tu dois travailler fort, tu dois hustler pour être capable de rester en vie. Puis je pense que dans cet album-là particulièrement, je pense que le titre l'évoque bien, c'est de travailler fort pour pas mourir dans le fond, puis continuer à... Puis moi, encore à ce jour, quand je veux faire un PR au gym, je mets If I Can't de 50 Cent, puis je can. Fait que moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous avez réussi à transcender la transition qu'il y a plein de monde qui ne réussissent pas à faire, de passer de service à produit. Parce que là, on s'en parlait un peu offline tantôt quand on se préparait, puis c'est comme, tu sais, tu fais de la belle argent en service, là. Tu vends tes heures, tu as quand même des bonnes marges, c'est tu peux prévoir ça, ta réputation, elle se fait rapidement, tu n'as pas besoin des milliers de clients pour scaler. Y a-tu des défis là-dedans? Ça a été tough? Ça s'est fait naturellement? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent franchir ce pas-là, surtout au Québec. Fait que, peux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est un méchant défi. Là. Okay. C'est vraiment un autre type de business, un autre type de game. Fait que c'est très difficile d'exceller en service et en produit en même temps. Fait que nous autres, on l'a appris quand même à la dure. Là. Ça a été une des grosses transitions, des gros défis qu'on a vécu chez GSoft. Puis, c'est toujours difficile. Là. Puis là, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, tu commences à te dire « Ah, OK, ouais, il y a quelques petites affaires. » Mais je pense que les 2 choses principales que j'ai apprises en faisant la transition, c'est le type de personne qui excelle en service, c'est pas exactement le même type de personne qui excelle en produit. Intéressant. En service, c'est toujours un petit peu plus... Le travail est un petit peu plus fini ou mieux établi. Il y a une banque moins malléable. Il y a quelque chose de clair. Il y a un framework clair qui fait que tu es capable de commencer, tu le finis, tu es content, tu es reward de l'avoir fait. Cool. En produit, c'est différent. C'est un peu... Tout est flou. Tu sais pas quand ça va marcher, tu sais pas ce qui manque, tu sais pas c'est quoi la feature qui va faire que peut-être ça va marcher un jour. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis je pense qu'il y a ça qui fait que c'est vraiment, vraiment différent. Puis nous autres, ça a été une de nos grosses épreuves. Là, quand je te disais tantôt qu'on a fermé notre division de service pour amener du talent en produit. Il y a certaines personnes qui sont encore parmi nous, puis ça a bien fonctionné. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui ont fait c'est moins pour moi. non, c'est ça, je m'accomplis pas là-dedans, c'est pas le type de défi que je veux relever, donc ça a été quand même beaucoup de changements. Là. Y a-tu de ces personnes-là, parce que je l'ai vécu à ma façon aussi, je veux dire, Snipcart, ça a été lancé au sein de Spectrum, une shop de services de web dev à Québec qui roule encore puis tout. Puis tu voyais qu'il y avait certains profils dans la shop de services qui, comme, les yeux agrandissaient quand on parlait de start-up puis de produits, puis genre de lancer quelque chose que t'as pas nécessairement à dealer avec ton client one-on-one tout le temps, etc. Mais il y en a plein qui n'en avaient rien à foutre, carrément, genre. Puis ce monde-là parlait souvent d'une joie ou d'une motivation qui venait de la diversité des projets. T'as-tu l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont parties que c'est un peu ça, ou c'est juste la manière de développer, la manière de... Oui, bien définitivement. Là, quand je te parlais de ces personnes-là, en service client, tu changes de projet aux 2 mois, 3 mois, 4 mois, dépendant de la grosseur du projet. À chaque année au pire, ou 2 ans. Mais en produit... nos produits, ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils roulent. Donc, ça nécessite vraiment plus le profil de geek-out des choses, d'aller en détail, de garder du code, pour les développeurs, mais de garder du code qui se maintient pendant longtemps, puis ça amène des défis aussi. Là. Des fois, ça avec des plus vieilles technologies. Il y a ce genre de choses-là que tu vis moins en service, admettons. Puis là, depuis que vous êtes une business pur produit, il y a un gros move que vous avez fait récemment. Récemment, c'est il y a 3 ans, selon mes excellentes notes, vous avez accueilli Martin Gourdeau. Ouais. C'est qui ce dude-là? Il sort de où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu bien dit le nom? Ouais. J'ai eu peur, j'entendais des commentaires en arrière. Parfait. Fait que Martin, ouais, ça fait 3 ans qu'il est avec nous autres. On l'avait rencontré l'année d'avant. Donc, on l'avait embauché dans sa firme, en fait, là, qui s'appelait PNR. Donc, c'est une firme de management consulting. Donc, il nous avait épaulé, dans le fond, de GSoft à bâtir notre stratégie d'entreprise en tant que consultant. Donc, animer des workshops, nous aider à trouver des idées, savoir comment percer des marchés. Puis, on s'était vraiment bien entendu avec lui pendant qu'on travaillait avec lui en tant que consultant. Il y avait un input très stratégique, comme au niveau de où c'est que la business s'en va, mettons? Exactement. Okay. Puis, finalement, 1 an après, on voit qu'il est
plus avec de PNR. Puis là, on fait on aimait bien ça, travailler avec lui. Donc, vraiment, il est venu, remplacer Simon, là, mais Simon, il a toujours eu la job de PDG, donc président-directeur général. Donc, Martin a pris la portion plus directeur général, toute l'opération de la business. Puis avec son expérience, la maturité qu'il avait aussi, il a vraiment réussi à nous aider à continuer notre growth puis d'être capable de structurer notre business. Mais là, mettons, JR, toi, Simon, Seb, ça fait longtemps que vous roulez ça comme ça. Ouais. Ça va bien, vos affaires, clairement. Y a-tu comme un inflection point où est-ce que tu te dis « Ah, il nous faut ce genre de profil exec-là? » Puis si oui, pourquoi? Genre, c'est quoi les motivations du move, mettons? Avec le growth, il y a certains défis qui arrivent, puis à un moment donné, tu sais, puis on l'a vécu longtemps, là, on est 3 partners, on a essayé de tout faire dans le business, là, de gérer des équipes, de faire, tu sais, comme on faisait tout. Puis à un moment donné, tu te rends compte, t'es pas bon dans tout, puis avec la grosseur des challenges qu'on a, la complexité aussi de gérer des business multiproduits avec des équipes, tu sais, ça devient de plus en plus complexe, puis à un moment donné, il faut que tu reviennes à ton core. Fait que je dirais que partiellement motivé par des raisons personnelles, de se dire, crime, quand ça arrive, des fois, tu n'as plus de fun dans ta business. Pas normal. T'es supposé d'avoir, c'est ta business, tu es supposé avoir du fun, de pouvoir contribuer au maximum de ce que tu peux faire. Fait que d'être capable de trouver justement ces trucs-là, puis d'aller chercher les forces de chaque personne. T'sais. Martin, il est 10 fois meilleur que moi, Simon, pour gérer une business. Moi et Simon, par contre, on est sûrement 10 fois meilleurs pour innover, trouver des idées de produits, designer des choses. Fait que d'être capable d'aller chercher un petit peu les forces de chacun. Puis, Fait que c'est ça qui a changé dans ton quotidien, peut-être? Un peu retour aux sources, côté innovation, product? Oui, exactement. Moi, de mon côté, quand Martin est rentré, dans le fond, on a vraiment changé la façon que la business fonctionne. Donc, on est allé travailler plus par fonction, qu'on dit, là. Donc, l'engineering, le marketing, les sales. Fait qu'on a vraiment redivisé la business autrement. Puis, moi, à ce moment-là, j'étais le COO d'Office Vert. Donc, je gérais vraiment tout le produit. Donc, toutes les équipes, sales, marketing, engineering, tout. Fait que j'étais vraiment dans un rôle où est-ce que je faisais de la gestion, de gestionnaire, tu sais. Fait que, puis, sérieusement, c'est pas ma force. Puis j'aimais ça, tu sais, c'était le fun. J'ai eu des beaux défis, j'ai travaillé avec des gens super brillants. On a amené des résultats aussi, là, c'était cool. Mais c'était pas ma passion, puis c'est pas là-dedans que j'excelle. Donc, Martin, il était capable de reprendre un petit peu la façon que les choses roulent, repenser un petit peu avec son expérience, qu'est-ce qu'il a vu dans les autres business. Puis ça nous a vraiment aidé à se développer toute la gang. Puis, je pense que, en fait, la question, c'est, est-ce qu'à ce moment-là, quand lui est arrivé, il y avait déjà la hamster dans votre tête par rapport à lever du financement pour une première fois? Parce que là, vous l'avez annoncé là, cet été, printemps, dans ce coin-là. Là. Anyway, il n'y a pas eu vraiment d'été, fait le monde va me pardonner. 125 millions de la Caisse de dépôt, puis Placement du Québec. Ouais. Ça a servi au bureau ou non, genre, c'est du on cash. On a tout mis dans les bureaux. Non, mais les bureaux sont sick, tu sais. Shout-out aux personnes qui m'ont dit « Ah ouais, ben je suis venu, j'avais toujours voulu voir les bureaux de Workly. » Puis je suis comme « Il y a un podcast aussi. » Mais c'est une farce. Non, mais no jokes, est-ce que cette personne-là, quand elle arrive dans la direction avec vous autres, vous en alliez déjà vers un plan d'expansion qui est comme plus ambitieux? Là? Vous avez toujours été bootstrap, correct? Oui. 17 ans bootstrap, donc on est vraiment parti 2 personnes, on réinvestit les profits, on est 4, et ainsi de suite. Là. Fait qu'on a toujours investi l'ensemble de nos profits, dans le fond, dans le business, d'une certaine façon. Donc, on a vraiment grandi avec l'argent qu'on a fait. Mais non, quand Martin est rentré, on n'était pas déjà en mode en train de planifier le future growth. J'essaie de voir s'il y avait un lien direct. Donc, non, c'était pas un lien direct. Je te dirais que c'est plus arrivé post-COVID. Puis j'ai parlé à beaucoup de monde dans l'audience qui était HR Tech, qui avait des solutions, des choses comme ça, mais post-COVID, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'expérience employée, dans le fond, dans quoi qu'on travaille. Puis c'est là qu'on a vu vraiment une opportunité de se dire « What if qu'on y va comme encore plus loin, puis on pousse la machine encore plus? » Fait que ça nous a pris peut-être 1 an ou 2, là, le temps de... juste le COVID, il a fallu qu'on s'adapte, là, aller remote, puis de ne plus être toujours dans ces beaux bureaux-là. Ça a été quand même une période d'adaptation. Mais après ça, on a commencé vraiment à shifter notre stratégie d'entreprise, puis d'aller chercher cette opportunité-là de bâtir la meilleure plateforme pour l'expérience employée. Là. Puis,
parce que on en parlait un peu ça aussi offline, mais c'est un choix de prendre du funding. C'est aussi un choix de prendre ce type de funding-là. Ouais. Vous avez une business très saine là, qui allait déjà super bien. J'ai vu tous les états financiers. Merci d'ailleurs de m'avoir donné accès à ça. C'est super. Ça va être en show notes. Bon, j'arrête. Pourquoi ce montant-là? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi avec la caisse de dépôt de placement? Tu te donner plus de couleur là-dessus? Oui, effectivement. Dans le fond, ça a été quand même un choix assez naturel pour nous. Okay. Là. Dans le fond, il y a plusieurs options pour raiser de l'argent puis tout ça. Nous autres, ce qu'on cherchait, c'est d'abord et avant tout, oui, de l'argent pour investir, puis le pourquoi, c'est pour faire des acquisitions. Fait que notre but, c'est de compléter notre portfolio produit puis notre plateforme avec l'ensemble des éléments requis pour une expérience employée. Fait que ça a été un peu notre driver pour le pourquoi qu'on levait de l'argent. Puis la caisse de dépôt, ça a été quand même un fit assez naturel. On a reach out, on a discuté, on a creusé avec eux, puis ça s'est fait assez naturellement. Ça a pris environ 6 mois, là, give or take, fait quand même assez rapide de faire l'ensemble de ces discussions-là. Puis ce qu'on cherchait, c'était vraiment un partenaire qui allait nous aider pour notre prochaine étape, qui était de faire des acquisitions aussi. Puis à l'interne, on n'a pas cette expertise-là. On a fait notre première avec Didact en début d'année. C'est notre première acquisition. On a appris beaucoup de tout ça, mais on s'est dit, OK, admettons qu'on fait des plus grosses acquisitions, des montants plus significatifs. C'est quand même un art. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Puis la Caisse, on trouvait que c'était un bon partenaire, en fait, pour nous épauler là-dedans avec leur expertise, avec le fait qu'ils sont dans le milieu. Tout ça fait que c'est un partenaire stratégique pour nous pour financer nos futures acquisitions. Shout-out à la Caisse. Mais blague à part... commandite. Ouais, ça se passe.com/commanditaire, c'est même pas un vrai URL. Ce qui pas qui me chicote, mais genre... OK, je t'explique une mini-histoire. Récemment, Antoine Meunier, il est à quelque part dans la salle, il a une chemise blanche, il détache un peu trop de boutons. Vous pouvez le spotter facilement. Après un verre de vin, là. Ouais, c'est ça. Hein? Il y a de l'air. Et puis sa chemise n'est pas rose, il a menti sur le podcast. C'est un enfer de co-host, mais ça, j'en parlerai une autre fois, là, pour vrai. Antoine puis moi, on a essayé d'acheter une business. OK. Puis tu sais, dans le fond, on n'avait pas besoin de 125 millions de la caisse de dépôt. Pour le type de business qu'on essayait d'acheter. Puis là, après ça, je repensais au cash, au montant en tant que tel. Puis c'est super naïf comme question, mais je me disais, bon, Workleap, ils ont du talent, clairement. Là, vous êtes quoi, 400-ish, 450 personnes? Bon, fait qu'il y a du monde talentueux sur place. Oui, il y a beaucoup de choses à runner, mais il y a du monde, il y a du talent. Puis financièrement, vous allez bien aussi. Fait que la corrélation que je faisais, c'est, c'est-tu parce que la croissance par acquisition, ils veulent prendre quand même des grosses bouchées, c'est-à-dire pas acheter nécessairement des petites business ou pas les starter, puis genre que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir un product market fit. C'est-tu un peu ça la drive derrière le montant? Oui, exactement. T'sais, à un certain stade, je parlais de nos ambitions, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc, tu sais, on est encore jeunes. Ça fait 17 ans que la business roule, mais on a encore des jeunes entrepreneurs, puis on a encore beaucoup de grit puis de choses devant nous autres. Fait qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, puis ça, c'est une discussion entre partners, comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où qu'on va, dans quel type de business qu'on veut faire, puis c'est ça, on cherche des acquisitions un petit peu plus grosses qu'un product market fit ou early revenue et tout ça. Donc, on cherche des acquisitions qui peuvent avoir une différence notable sur les revenus de l'entreprise, dans le fond. Exact, que tu n'as pas besoin de la scaler puis de la monter pendant des années. Make sense, pour vrai, puis je suis curieux, je suis très, très curieux de voir les compagnies qui vont être acquises parce que, je veux dire, c'est le plan stratégique. Éventuellement, que dans une couple de mois, années, sûrement pas années, il va y avoir d'autres annonces. Il n'y aura pas de spoilers, là. Mais comment dire, comment ça a été la première, mettons, acquisition? Parce que là, moi, je connais le dude, tu sais. Mathieu est venu sur mon pod, on est des potes, puis tout ça. Sais, comment ça arrive, une acquisition comme ça, genre, tout court? Ben, question assez large, là. Fait que peut-être. Ouais, c'est ça. Je ciblais peut-être avec Didact, avec Mathieu. Sérieusement, ça s'est passé très, très bien. Là. L'acquisition, c'est super bien passé. Pour nous, c'était une première là, en tant qu'entreprise. Fait que t'es comme, c'est quoi une acquisition? Comment ça marche? Puis
Quand je disais je te disais tantôt, on a commencé à bâtir une petite équipe qui allait travailler spécifiquement sur les acquisitions. Ouais. On a la caisse qui nous supporte là-dedans aussi maintenant, mais quand on a fait la première, on s'est rendu compte, OK, c'est du travail, c'est un autre type d'expertise. Faut que tu planifies ça comme il faut. Puis on le sait que les acquisitions aussi, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas pendant l'intégration. Là, tu te rends compte qu'il y a un clash complet avec les valeurs de la business, exact, avec le produit, avec le type de client. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça peut être difficile. Fait que pour nous, avec Didac, ce qu'on a appris beaucoup, on a travaillé beaucoup sur comment on intègre ça dans notre business à un scale qui est pas juste une bouchée qu'on est capable de prendre. Là, fait puis tous les enjeux, la team, les revenus, les clients, comment ça se passe, cette patente-là. Fait qu'on a appris énormément. So far, so good. Ça va bien. Est-ce que, parce que certains médias vous décriraient, mettons, comme un fleuron québécois, vous êtes une fierté québécoise en tech, ça me fait plaisir. C'est moi le média. Puis, non, le fond, est-ce que l'acquisition de Didact était intentionnellement québécoise? Ouais. Comment est-ce que je veux dire? Puis celles qui suivent, ont-elles un critère de must be in Québec? Pas nécessairement. Non, vraiment. Didac, oui, le but c'était de trouver un SaaS québécois qu'on était capable d'intégrer, qui était proche de notre core business aussi pour activer des synergies et tout le kit. Donc, c'était vraiment par choix. La prochaine acquisition, il n'y a pas de spoilers, fait qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Mais la prochaine, on regarde un petit peu plus large, on regarde dans des entreprises un petit peu plus grosses aussi pour... Puis, fait que là, il y a eu une couple de grosses nouvelles. Là, on parlait de Martin qui arrive, qui prend de la direction générale, le funding, après ça, une première acquisition, boum, boum, boum. Tout ça, ça se passe quand même sur une période de peu de temps. Ça se putain de passe. Mais, puis, moi, le rebranding, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, wow, bold move, parce que dans ma tête, Gsoft, ça avait une marque forte. Puis tu me dis de quoi quand on se préparait dans la salle Zen? Sur les poufs, non, c'est pas un commanditaire, je dirais pas la marque. Mais tu me dis, ouais, man, Gsoft, c'était une grosse marque employeur. Ouais. Puis là, tu me dis, les aspirations produits, fallait que tu te différencies. Comme. C'est pour ça que tu Comment c'est arrivé? C'est qui a dit, dude, c'est fini Gsoft, on fait Workleap? Ouais. Je sais pas si c'est out there de comment c'est arrivé, fait que ça peut être un spoilers. OK. Fait que, longue histoire courte, je travaillais sur... moi et Simon, on travaille dans le lab en ce moment. Donc c'est quoi le lab? Le lab, chez Workleap, dans le fond, c'est un lab d'innovation. Notre but, c'est de trouver les prochains produits, les prochains market fit. Fait que vraiment, c'est des nouveaux produits en mode startup qu'on incube nous-mêmes. Là. Donc, moi et Simon, on travaille beaucoup là-dedans. Donc, moi, je travaillais sur mon nouveau produit. Puis là, on essaie de trouver des noms, moi et Simon, on se cassait la tête, tout ça. Puis la décision, là, à un moment donné, on trouve Workleap dans un brainstorm. On est comme, cool, on va appeler le nouveau produit Workleap, ça va être parfait. C'était ChatGPT qui vous l'avait donné, c'est ça? Hein? Non, je pense pas. On mettra enlever ça en post-prod. Peut-être. I don't know. Fait que Workleap, c'était associé à un nouveau SaaS produit qu'on bâtissait, un nouveau SaaS qu'on bâtissait dans le lab. Fait que c'est parti de même. Puis là, après 1 mois, je pense, 2 mois, fait que là, on fait le brand, on retravaille les choses. À un moment donné, je suis dans une salle avec Simon puis Martin, et je sais pas si Seb était là cette fois-là, mais on est dans une salle, on jase, on fait « Hey, what if Workleap, c'est vraiment bon? » On dirait que ça file tout ce qu'on veut faire avec nos produits d'une certaine façon. Puis là, on s'est dit « What if qu'on renomme au complet? » Puis on savait nos plans aussi, les acquisitions, ça crée de la complexité aussi. Puis là, on s'est dit « What if qu'on fait juste renommer la compagnie? » On a parlé de ça pendant 30 minutes, 45 minutes, puis on a dit « Ouais, je pense que c'est the move to do. » Fait qu'on s'est dit « Let's go ». On a pris une décision, bien entendu. Je veux dire, on l'a bien exécuté, on a travaillé sur le concept, mais la décision, ça a été assez rapide. Puis je pense qu'il y avait aussi... là, ça se passe en 45 minutes, admettons, une décision comme ça. Mais je pense que quand tu es rendu à 1, 2, 3... à 3-4 brands à maintenir, des identités de produits, du marketing, des sites web différents, tout ça, c'est extrêmement complexe pour nous à l'interne à bâtir, à supporter, mais aussi pour nos clients à savoir qu'est-ce qu'on fait puis on est qui. Puis c'est là qu'on s'est dit, ça nous prend un nom unifié pour ramener tout ça ensemble puis vraiment simplifier la vie de nos clients, nous simplifier la vie puis passer à la prochaine étape. Vous avez nommé 45 minutes, fait que vous avez comme fait une variante de
Move fast and name things. C'est ça que vous avez fait, vous autres. Exact. C'est vraiment continuer d'innover, man. Mais pour vrai, je trouve ça cool. Puis on dirait que ça me rend semi-angoissé l'idée de gérer autant de brands puis de produits différents. Alors que justement, vous aviez votre vision de comme bouger vers la même place. Puis en tout cas, chez Spectrum, il y avait beaucoup de startups, ils investissaient dans les startups, ils en lançaient. Puis là, à un moment donné, le monde pensait que Spectrum faisait plus de services. Puis ils venaient les voir pour des startups. Puis là, ils étaient là, fuck, t'as peu, c'est pas ça notre brand. Puis là, moi, le monde me disait encore, ben oui, t'as travaillé chez Spectrum. Je suis comme, tabarnak. C'est Snipcart qu'on a fait. Là, mais bon, fait que je peux comprendre à une plus grande échelle le move. Est-ce que dans ces 45 minutes-là ou toutes les autres discussions qui ont découlé de ça, est-ce qu'il y a du monde qui ont comme levé des flags et qui ont dit il y a un risque ou je suis pas sûr, pis si oui, ça ressemblait à quoi? Définitivement. Là, après ça, voir des risques, OK, idée un peu folle. Là, 17 ans, un beau nom, un brand qui est respecté par le monde. Fait que c'est sûr qu'il y avait une multitude de flags, puis de risques, puis de choses, mais globalement, on était rendu là, je pense, puis on en parlait dans différentes rencontres. C'est comme, oui, make sense. Je pense que ça va être vraiment meilleur pour nos clients. Puis, à la fin de la journée, on est là pour ça aussi. Là, on est là pour amener des produits et de la valeur à nos clients. Puis, je pense que si on est capable de leur simplifier la vie, on s'entend qu'à l'interne, toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, je sais que tout le monde a travaillé extrêmement fort. Ça a été fait dans des temps records. C'est combien de temps? Environ, je pense qu'on faire le brand puis amener ça au marché, je pense qu'on l'a fait en environ 3 mois, majoritairement in-house. Fait que ça a été... puis tu m'as dit que tu le trouvais vraiment nice. Merci. Je le pense. Je le lance en kudos à tout le monde qui a travaillé là-dessus. Sérieusement, c'est un beau brand. Ça me fait sentir violemment honteux d'avoir pris 2 ans pour faire un nouveau site web. Mais on était bootstrap, on n'avait pas l'argent de la caisse. Non. D'autres, vous êtes positionné vraiment sur le Employee Experience, qui est pour les initiés, c'est EX, l'acronyme. Ouais. Toujours un acronyme de plus en SaaS, mesdames et messieurs. Pour les noobs du HR Tech comme moi et comme Dominique que je vois là, est-ce que... c'est un ami, là, c'est correct. Tout est correct. Comment tu le définirais? Employee Experience, c'est quoi comme terme, comme space? Genre, parle-moi de ça. C'est assez large. Donc, Dominique, Employee Experience, c'est en fait toutes les interactions d'une personne, d'un humain avec son organisation d'une certaine façon. Okay. Donc, ça commence vraiment des premiers moments que tu as le contact avec le business, fait avant même d'être embauché, jusqu'à tout le cycle de vie que tu vis avec la business. Fait que, OK, je onboard, je suis un nouvel employé, je suis là depuis 1 an, fait que je suis mon prochain rôle, la progression, etc., jusqu'à la fin, quand tu n'es plus un employé de cette business-là, mais ça continue aussi. Tu restes un ambassadeur ou pas de la business, donc c'est important de l'étendre un petit peu au début, à la fin. Donc, c'est vraiment l'ensemble des moments que la personne fait partie de l'organisation. Ce que tu viens de dire, on dirait que ça sonne une cloche, ça résonne, genre, ce que la personne va dire après qu'elle soit partie de ta business, ça peut quand même être un driver d'embauche ou juste de partnerships, whatever. C'est avoir su, j'aurais géré mes choses différentes. Comment ça a été reçu à l'interne quand tu as communiqué ça? Parce que toi, tu sais, as de la vision, tu sais, c'est où tu t'en vas avec tout ça, avec tes partners, etc. Mais il y a du monde qui viennent peut-être de rentrer là, chez Gsoft, là, que pour eux, ils n'ont aucune idée de quoi qui se passe, là, où ils ont travaillé sur Office Vibe pendant je sais pas combien de temps. Puis ça a-tu été bien reçu? Puis comment ça a été communiqué? Parce que les comms à l'interne, je me suis bien rendu compte quand on s'est fait acheter par Douda, quand il y avait des grosses Christie d'annonces, des fois, c'était pas facile, tu sais. Fait que ça a-tu mostly bien été? Comment vous avez communiqué ça à l'interne? Assez simplement. On est arrivé premier temps nord de janvier, je pense. On l'a annoncé en début d'année à toute la gang, là, parce que ça allait, ou peut-être en février, juste moi. Fait qu'on a commencé, on a fait une annonce, temps nord, Simon il a présenté la rationnelle, qu'est-ce qu'on pense faire, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, les risques que tu parlais. On sait que ça va être un bout de chemin qui va être difficile, il va falloir travailler, il va falloir unifier nos marques, il y a énormément de travail à faire. Donc, on a vraiment présenté ça, puis sérieusement, la réponse a été excellente. Simon, il est très, très bon. Hein? Fait que, il est capable de pitcher des visions. Mais pour de vrai, il a présenté ça, puis on a eu pas mal juste des bons commentaires, autres que les personnes qui sont avec nous depuis une dizaine d'années. C'est comme, je vais m'ennuyer de Gsoft. Il y a beaucoup d'histoires qui viennent avec, mais Gsoft n'est pas parti. Ça reste le même DNA quand même à l'interne. Fait que
ça change pas qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait, mais c'est vraiment... C'est plus pour les clients. Puis pour c'est probablement un symptôme. La réponse de ton team, c'est probablement un symptôme que ces gens-là sont assez éduqués sur le market puis ils commencent à le voir à l'interne, justement, qu'il y avait ce besoin-là. Bien, définitivement. Avec les nouveaux produits qu'on ajoutait, donc SureGate Office Vibe. Après ça, on a sorti Soft Start, qui est un premier produit il y a 2 ans. On a ajouté Didact, qui est un nouveau produit du lab cette année, Talentscope. Donc, rendu à 5 produits, là, tu parles avec un client que... oui, on le fait, mais c'est une autre affaire. Puis comme, c'est complexe. Fait que, puis moi, dans le fond, moi, j'ai fait une startup, ça s'appelait Snipcard, je t'en ai parlé un petit peu. On s'est fait acheter par Douda, c'est un joueur américain, israélien, etc. Puis là, je suis rentré dans une structure de compagnie financée qui était un petit peu plus grosse, je pense que c'était 200-ish personnes. Puis justement, le employee experience, moi, avant, là, chez Snipcard, l'employee experience, c'était genre moi qui va prendre une marche avec toi. Là. Ça scale pas ben, man, mais c'est une bonne expérience. Ça dépend du nombre de personnes bizarres que tu rencontres dans Saint-Roch, mais ça n'a pas rapport, Frank. Arrête de parler de ça, c'est pas la place. Quand je suis arrivé chez Douda, c'était comme pas une invasion, mais comme une intensification du nombre d'outils qu'il fallait que j'utilise, right? Fait qu'il y avait Bamboo RH, puis là, je me loguais là-dedans, puis je sais pas s'il y a du monde qui travaille chez Bamboo ici, je sais même pas s'il y a du monde qui travaille chez Bamboo au Canada, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de beef, là. Mais genre, je comprenais pas à moitié comment ça marchait. Trouver du monde là-dedans, j'aimais pas l'organigramme, la manière c'était display. Je suis all right. Après ça, il fallait qu'on utilise Expensify pour les dépenses. Après ça, on utilisait Lattice, je pense, pour comme nos check-ins, tout ça. Jamais entendu. On utilisait whatever, ce software-là, pour nos reviews. Puis il y en avait un autre, mais tout ça pour dire que mon expérience employée, c'est pas juste d'utiliser des tools d'expérience employée. Mon expérience employée, c'est genre venir travailler puis shipper du code, du marketing, peu importe, du design. Puis je trouvais ça un peu de la merde, justement, que ça soit all over the place. Est-ce que tu dirais que c'est un fair assessment que Workleap s'en va vers une place où est-ce que ça n'a plus besoin d'être all over the place puis ça peut vivre sous une même ombrelle, ou c'est un peu trop ambitieux, ou je sais pas? Ben, notre ambition, c'est ça. Là, les gens comme toi, les employés comme toi qui vivent comme ou les managers, ou peu importe t'es qui dans le business, tu arrives dans une organisation, je pense qu'en moyenne, là, c'est environ une quinzaine de SaaS juste pour les HR. Là. Ouais. Fait que, les HR au sens large. Là. Fait que juste ça, c'est quand même... C'est difficile. Tu as plein de SaaS, plein de mots de passe, plein de UX différents à apprendre. Donc, c'est super compliqué pour les personnes. Puis je pense que l'expérience employée aujourd'hui, depuis qu'on est hybride, remote, etc., ça a changé beaucoup. Et les logiciels font partie de notre vie intégrale. Là. On travaille toute la journée sur nos ordinateurs pour les gens qui travaillent, les knowledge workers, là, donc les salariés du savoir. Puis, salarié du savoir, man, on dirait j'ai popé ça on the fly, là. Je pense que c'est même pas un mot, là. C'est genre une épopée, man, où je me sens médiéval, man. Non, les gens qui... Pont pérenne. C'est même pas une expression. Non, je travaille dans le field depuis longtemps, puis j'ai salarié du savoir, c'est malade, man. Je trouve ça, c'est un beau mot. Ça va être le nom de ton livre. Les salariés du savoir, j'aime ça. Je sais même pas si... Anyway, fait que c'est ça, c'est compliqué. Puis oui, l'ambition de Workleap, c'est de résoudre ça, d'être capable d'avoir une suite qui gère pas mal toutes tes choses RH, qui est simple, puis plus qu'RH, tech aussi, parce que de se connecter à plein de systèmes, c'est difficile, c'est chiant, puis le monde n'aime pas ça. Fait que... Et d'augmenter justement la productivité des gens. Puis, à la place d'apprendre plein de logiciels, ben, tu vas pouvoir shipper du code ou tu vas pouvoir shipper du design, comme tu disais. Comme tu vas pouvoir focusser sur ta job. Puis, comment, d'un point de vue business, mettons, le fait d'avoir un package ou une suite de produits pour l'employé, l'expérience employée, ça vous permet-tu de viser upmarket, d'aller plus haut dans le type de client, le type de revenu mensuel, de contrat, là, peu importe, la valeur de client? C'est pas nécessairement un de nos objectifs. Okay. Nous autres, on se spécialise dans les petites moyennes entreprises, mid-market. Là, fait que c'est notre core business. C'est là-dedans qu'on veut être les meilleurs. Puis, ces gens-là sont souvent moins bien équipés. Donc, quand tu rentres plus dans le enterprise, c'est les très, très grandes entreprises, il y a des suites assez bien intégrées. Là. Ils font tout mal, mais ils le font tout. Puis, ces compagnies-là vont acheter ce type de produit-là. Fait que nous autres, on veut se positionner pour les gens qui veulent vraiment améliorer l'expérience, puis d'être capable d'améliorer l'expérience.
C'est pas mal ça. Puis, je suis comme curieux parce que, tu sais, je l'ai pris le pouls dans ma team après qu'on ait été acheté, justement. Puis, justement, certains tools, mettons, étaient pas invasifs, mais comme, c'était lourd, l'adoption. C'était tough à aimer dans certains tools que j'ai dit, pour plusieurs raisons. Fait que comment tu fais, parce que tu es un gars de produit, tu y penses à ces problèmes-là, mais genre, comment tu fais pour designer un produit qui améliore l'expérience employée sans gosser l'employé, genre? Ben, c'est une bonne question. Nous autres, un de nos, c'est une bonne question. nos différenciateurs de marque de commerce, c'est la simplicité des expériences. Fait que vraiment, on a un niveau de craft dans tout ce qu'on fait qui, Parfait. pour simplifier vraiment, chaque champ que tu dois rentrer, on essaie, on peut-tu le gamifier, on peut-tu drag and drop, pour tout ce qui touche les employés, d'une certaine façon, vraiment, on passe beaucoup de temps à se casser la tête là-dessus. Fait que comment tu fais pour commencer à utiliser le produit vraiment simplement? Comment qu'on fait pour que les expériences de chaque individu soient juste le strict minimum, ce que tu as besoin de savoir, puis pas trop, pas nécessairement trop, pas plus. Fait que vraiment simplifier ça au maximum, c'est un de nos marques de commerce, je te dirais. Là. Fait que Puis comment vous faites pour acheminer, puis digérer, puis implémenter le feedback des clients? Avez-vous un espèce de système de voice of customer ou des customer interviews, genre Teams ou peu importe, genre ce pan-là de Workleap, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, quand même, là, dans le fond, tout ce qui est product management, dans le fond, on est assez bien équipé, là, donc on a plusieurs façons d'aller chercher ce feedback-là. Là. Fait que, bien entendu, les customer-facing teams, chaque ticket, chaque conversation avec les clients, ben, on le monitor. Si on sent que ça peut avoir un impact sur le produit, ça s'en va dans notre logiciel de gestion de produits où est-ce qu'on analyse chacun des feedbacks clients. Fait qu'on est quand même bien équipé. On a des UX researchers, on a des SMI. Fait que ça vit sous l'ombrelle produit là, du département, je sais pas comment vous appelez ça à l'interne. Product. Product, parfait. Product management, là. Arrête de te casser la tête, là. Puis là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, vous avez comme un track record de dog fooding. Où est-ce que vous avez utilisé beaucoup de vos propres produits, vous avez vécu les pains que vous réglez dans la majorité de vos produits. Ça, c'est all cool, mais vous vous positionnez aussi comme un champion puis une référence, je pense, en expérience employée. Ça vient-tu avec le flip side, c'est qu'il faut que tu cares à propos de l'expérience de tes employés à toi. Fait que comment vous faites pour vous assurer justement que c'est tip-top l'expérience employée chez Workleap? On utilise nos produits. Puis, Juste product. On utilise nos propres produits. Tout va bien. Non, mais sérieusement, on investit quand même beaucoup dans l'expérience employée. Là. Ben, les gens qui sont ici en ce moment, vous voyez les espaces qu'on a créés pour justement améliorer l'expérience. Fait que l'expérience employée, c'est pas juste les SaaS, là, c'est la culture, la façon que tu travailles, la façon que tu gères, la performance. Il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur l'expérience employée. Ouais. Puis, nous autres, on investit, on a une team qui s'appelle CO, là, Culture et Organisation, qui sont dédiés à améliorer notre expérience employée. Puis, sérieusement, c'est quelque chose qu'on investit beaucoup. Fait qu'on analyse, on a sûrement une équipe qui pourrait supporter comme une compagnie plus grande, en fait. On investit beaucoup là-dedans. OK. On utilise nos produits aussi, donc on dog food tout ce qu'on bâtit pour s'assurer que ça fit bien dans le process, puis on s'assure de bien les utiliser aussi à l'interne. Là. Puis, est-ce que votre première acquisition que vous avez faite, Didact, ça fait combien de temps aujourd'hui qu'elle est faite? Ça va faire 9 mois. Parfait. Comment tu as fait pour... As-tu été beaucoup impliqué dans le deal? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Dans mon day-to-day, admettons, ça n'a pas été la chose que j'ai le plus investi personnellement. Parfait. Prochaine question, mesdames et messieurs. Non, j'ai juste pas le goût de te mettre en de spot. J'ai posé à Matt mes questions. Non, blague à part, j'essayais juste de me dire, genre, comment tu fais pour évaluer le fit? Parce que je ramène ça à moi, mais nous, on avait une culture de compagnie puis une expérience d'employé qui était X, mettons. Ouais. Puis Douda, qui est un plus gros joueur international, distribué, avait une culture Y, mettons. Puis je me rappelle avoir vécu certains clashs. Puis une affaire que j'avais dit à Matt, c'est « Aïe, ça a dû tellement être plus simple et plus facile pour vous parce que vous êtes deux compagnies en tech québécois puis vous avez une certaine proximité dans la culture, dans le langage, dans plein de choses.
Puis j'étais comme, nous autres, quand on est arrivé à Tel Aviv, man, puis qu'on s'est fait faire un genre de pitch par les Israéliens de c'était quoi que ça mangeait un Québécois puis un Canadien le matin, puis c'est quoi que ça mangeait un Israélien, puis que nous autres, on était direct, puis pas vous autres, puis là, on était comme, oh, tabarnak. Genre, ça a été tough, l'adaptation. Fait que ma question que j'essayais comme de freestyler, c'est est-ce que ça a été tough, justement, d'intégrer une compagnie qui n'a pas votre 17 ans d'historique de culture? Oui, c'est sûr que vous avez des similarités puis tout ça, mais ça vient de ça avec des challenges, comme... Ben, c'est sûr, ça vient avec des challenges, surtout pour l'équipe. Là, quand tu es dans un mode start-up, je veux dire, il y a une petite culture qui s'installe, puis c'est tout à fait normal. Nous autres, on a eu la chance quand même chez Workleap de vivre les différents stades de business ou de start-up. Là, OK, t'es 20 personnes, t'as tel type de défi. T'es rendu 70, tel autre type de défi. 150, un autre type de défi. Et ainsi de suite. Donc, on comprend un petit peu les différents moments d'une team, d'une compagnie, mettons. Mais c'est sûr que ça prend, nous autres, à la base, l'ouverture, la découverte, c'est super important, ça fait partie de nos valeurs. Fait qu'on essaie de, quand on fait une acquisition, ben, on va aller voir est-ce que la team veut se joindre à nous autres, puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on explicite qu'est-ce que ça veut dire dans le day-to-day, on s'assurait de faire un bon plan d'intégration, puis globalement, ça s'est bien passé. Définitivement que si on faisait une acquisition d'une compagnie en Asie, sûrement que ce serait un petit peu plus difficile. Là, mettons que change complètement les cultures, les façons de travailler peut-être, puis la culture de travail qui est complètement différente. Ça pourrait être un autre set de challenge. Que ça, on va pouvoir s'en reparler. Après notre première acquisition, on s'en refait un autre, ça se passe, puis je te dirai comment ça se passe. Ou bien si tu achètes une compagnie israélienne, je vais être consultant, ça ne me dérange pas, j'ai un peu de temps. J'ai le goût qu'on parle un petit peu du lab avant de tirer vers la fin. Là. Comme j'ai le goût de savoir, un lab d'innovation, genre, ça sonne cool, puis le monde qui tripe produits sont comme, ben parfait, on va aller genre starter des nouveaux produits, puis avoir des idées créatives avec les co-founders et whatever. Mais comme, c'est quand même une fonction de la business. C'est utilisé pour driver l'innovation, puis éventuellement les résultats d'affaires. Fait que ma question pour toi, c'est comment vous mesurez un peu la performance ou timer la quantité de tests puis de bets que vous placez? Comment vous structurez le lab, genre? Ouais, c'est une bonne question. Puis on a fait plusieurs itérations dans le lab. Là, donc, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, ça a fonctionné. Donc, aujourd'hui, fait qu'on est parti plus en mode très itératif, small bets, on essaie des idées, des nouvelles technologies, des choses qui pourraient aider les produits existants, mettons. Puis là, on n'avait pas vraiment un bon retour avec cette approche-là parce que, tu sais, les produits, ils ont des roadmaps, ils ont des clients, ils ont des processus de vente, tu sais, ils sont mieux setés. Fait qu'aujourd'hui, le lab, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans le lab, c'est qu'on démarre des nouveaux produits. Fait que c'est vraiment en mode start-up, je dirais. Puis notre objectif principal, c'est de trouver des product market fit. Fait qu'on on analyse les différents segments de marché, là, on dit, OK, ça, il y a quelque chose là qu'on pourrait peut-être capitaliser. Technologie, market, on trouve un genre de timing, on bâtit un produit, puis on essaye de le mettre en marché. Puis notre mesure de succès, c'est d'avoir une centaine de clients, là, fait que, de prouver qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter cette affaire. À payer, puis qui ne voudraient pas partir une fois qu'ils l'ont. Mais ce qui est complètement débile, je trouve, ton edge que tu as dans le lab, puis tu m'en as parlé un peu offline, c'est, à Star, dude, on a une team de M&A. Fait que, tu sais, une team de M&A, c'est capable de faire des études de marché, des TAM, de spotter des opportunités, de comparer un peu la compétition, comment ça roule. Fait que ça, c'est-tu fair de dire que ça accélère tes recherches ou tes itérations, ou c'est juste ça les éduque plus, genre? Je pense que ça les éduque un petit peu plus. T'sais, on travaille avec les teams qui sont bons pour aller faire ces analyses-là, tout ça, mais ça reste un input. Un nouveau produit, un nouveau SaaS, il n'y a pas de formule magique qui fait que tu vas être capable de le faire. Là. Ça reste c'est pas une science précise, admettons. Non, il faut que tu testes. Il y a un aspect de gut, il y a un aspect de test en continu, d'essais-erreurs, tout ça. Donc, c'est vraiment ça nous aide. Puis d'avoir 20 000 clients, ça nous aide aussi. Là, on est capable de, tu peux prendre un segment de ces clients-là et dire, on travaille sur une nouvelle innovation, un nouveau truc. On travaille là-dessus. Si ça tente de l'essayer, contacte-nous, on va faire un petit démo, on va travailler avec. Fait que ça nous permet d'accélérer quand même la vitesse d'innovation puis de mise en marché. Essayons de la chiffrer, la vitesse, parce que moi, ça me passionne. Genre, bon, il y a combien de monde dans le lab à peu près? On est entre 15 et 20. Là. Parfait. Fait quand même une bonne unit. Là.
Nous autres, on n'a pas été 20, ça a été long, là, tu sais. Puis on n'était pas un lab, là. On était une compagnie, là, Guillaume. Ouais. Fait que- Ben, nous autres, on a 2 produits quand même complets dans le lab. Là, donc, tu sais, ça reste 2 petits... Encore comme dans le lab? Encore dans le lab. Là. Fait que le lab roule Talentscope. 2 produits. Talentscope et SoftStart sont dans notre lab. Donc, Quand est-ce qu'ils sortent? ils sortent quand ils vont être prêts. Ah ouais, hein? Quand le product market fit va être trouvé, qu'on va être OK, oui, c'est, ça se vend comme des petits pains chauds, puis on sent que Puis- c'est prêt. Là. Attends un peu, là, j'ai des questions. Mais le monde, mettons, là, qui sont dans le lab avec toi, là. Ouais. Puis là, ils ont planché sur Talentscope, mettons. Ouais. Puis là, ça prend de l'attraction, non, ça prend forme. Boum, à un moment donné, c'est genre product market fit. Genre, on scale ça, on réinvestit du cash là-dedans, peu importe. Eux, ils suivent-tu juste là-dessus? Ils veulent-tu rester dans le lab? Sont-tu heartbroken? Genre, qu'est-ce qui se passe? I don't know. Ok, c'est bon. Fair enough. J'espère savoir qu'est-ce qui va se passer bientôt. Mais je pense que ça va être un choix. Là, ah oui, je veux continuer dans cette épopée de C'est malade, Talentscope pour le prochain step. Ou non, moi, j'aime mieux continuer à innover puis trouver le prochain. Je pense que ça va être un choix naturel qui devrait bien se faire. Là. Penses-tu que tu vas avoir plus d'innovation puis de nouveaux produits qui sortent du lab que tu vas acheter avec le 125 millions? Wild guess, mettons. Oh, je dirais sûrement la même chose. Ok. Le même nombre de Fait- produits. Là. Puis c'est quoi la vélocité de on en essaye un nouveau? Genre, c'est à quelle période? C'est-tu genre à chaque mois on essaie une nouvelle affaire ou c'est comme à chaque trimestre, à chaque année? Ou... Ça dépend. Si tu commences une affaire et tu vois que ça marche pas, ben t'arrêtes puis tu passes à la prochaine. Ah, c'est ça le truc, Carlis. Obviously. C'est aussi simple que ça. Là. Mais souvent, ça prend du temps. Là. Fait que beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de trucs. Fait que le soft start, ça va faire environ 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a sorti. Talentscope, on l'a commencé en septembre dernier, là, puis là, ça fait 1 an. Fait que, puis là, on a le produit, là, on rentre en mode plus market fit, amélioration de l'expérience, d'onboarding. Vraiment d'être très, très, très précis sur les défis SaaS qu'on connaît. Je te Ben, file. peut-être pas tout le monde, mais que le monde qui ont starté un SaaS, ouais. Bon, là, j'ai vraiment chaud. Fait qu'on va commencer à aller vers la fin du podcast. Bonne raison, Jokes aside, on achève pour vrai. On va prendre des questions de la foule aussi, direct après. Ce serait malade que quelqu'un d'autre qu'Antoine ait des questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai de quoi un peu plus, pas philosophique, mais comme looking back. Tu sais, vous avez un cool parcours, ça fait 17 ans, tu as porté plusieurs chapeaux, il y a plein d'affaires qui ont changé dans ta vie perso ou professionnelle. Y a-tu de quoi dans les dernières années, 5-ish années, que tu as changé d'opinion, genre? Que tu as changé d'idée sur quelque chose, mettons? Oui, en fait, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais tout ce qui était le financement de l'entreprise, tu sais, nous autres, on a toujours été super fiers d'être bootstrap et on l'est encore très fiers. Mais il reste qu'à un certain stade, dépendant de tes défis, tout ça, des fois, tu as potentiellement des meilleures options qui s'offrent à toi. Puis là-dessus, de cheminer vers ça, puis de rencontrer, puis de trouver, OK, finalement, on reste la même business, tout ça, ça continue, mais on est juste, on a un partner avec nous autres qui va nous aider pour le prochain segment de la business, puis continuer à grandir. Donc, ça, c'est un des trucs que, ça a été quand même un long cheminement, là, 17 ans bootstrap, puis là, on est financé. Mais c'est quelque chose, ouais, en tant qu'entrepreneur, mettons. Moi, ce que je trouve, c'est que ça montre aussi que vous n'avez pas genre une identité ou une vision du monde tellement cimentée qu'elle ne changera pas jusqu'à temps que vous... Ouais. Puis ça, je suis un gros fan du monde qui sont capables de changer d'idée dans la vie, là. Mais celle-là, ce changement-là, il appuie une growth, un autre gros bet que vous faites. Fait que, excellente réponse. J'ai le goût de finir avec de quoi d'un petit peu plus humain, mais c'est un statement, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Moi et plusieurs autres entrepreneurs diraient que la chose la plus tough à propos de gérer une business, c'est les humains, les personnes. Es-tu d'accord avec ça? Globalement, d'accord avec ça. Je pense que pour une compagnie du savoir. Les salariés du savoir. Les salariés du savoir, définitivement, à la fin de la journée, une compagnie, c'est quoi? C'est un groupe d'humains ensemble. Donc, basically, ça n'a pas le choix d'être comme la matière brute. c'est ça. C'est la seule chose que tu as à gérer, ou presque, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'amener le savoir. Pour des compagnies comme nous autres, c'est sûr que des fois, je parle avec des entrepreneurs qui produisent des biens, puis là, il y a des problèmes dans les factories, puis des choses comme ça. D'après moi, il y a d'autres types de défis dans ce type de business-là. Là. Mais pour des compagnies SaaS comme B2B SaaS comme on fait, définitivement, je trouve que les humains, c'est le plus grand défi. Et surtout quand
quand tu grandis, dans le fond, tu as plusieurs stades, puis c'est pas les mêmes personnes qui sont les meilleures à chacun des stades que tu vis, mais tu t'attaches quand même à ces gens-là. Puis là, il y a des bons défis, je trouve, que les humains amènent. C'est comme, tabarnouche, que des fois, ça fait mal. Puis c'est... L'autre, je parlais avec un ancien employé, justement, puis on parlait de l'acquisition, on s'était fait acheter, puis on parlait de tout ça, puis je disais, tu sais, man, c'est pas vrai que le employee company fit, il est tout le temps là. Au fur et à mesure que la croissance d'une compagnie, ça se peut que toi, tu sois un employee early company fit, ou genre pré-product market fit, ou post, ou tu sais. Fait que, mais oui, moi... Et ça dépend aussi de tes rendus dans ta vie. Ta vie personnelle, de l'autre côté de l'employé, à certains moments, tu vas chercher de la stabilité, quelque chose d'un peu plus smooth sailing. Mettons, tu viens d'avoir 2 enfants, puis t'en as juste, des fois, tu es comme, OK, je vais aller me chercher quelque chose que je peux plus exécuter, être plus tranquille. Puis des fois, comme, hey, j'ai le goût de défis, des choses pas possibles, puis OK, là, tu rembarques plus en early ou. Fait que je pense que ça dépend. La business change, les humains changent. Fait que c'est 2 trucs qui changent à des cadences différentes. Là. Dans le fond, tout ça, là, pour moi, c'était comme un plan, un scheme pour te faire le plus gros alley-oop du monde, puis dire ce qui est le plus tough à gérer dans une compagnie, c'est les humains. Fac, utiliser Workly pour l'expérience employée. Boom! Mic drop! Fait que, JR, merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. All right. Fait que c'est un peu dans le noir, mais où est-ce qu'il y a Ludovic, a.k.a. The Real Pussycat? Il y a un micro. Fait que si jamais il y a du monde qui ont des questions pour JR, pour moi, en général, whatever, on va prendre les questions, puis on va freestyler peut-être un 15-20 là-dessus. Puis après ça, on va aller prendre un breuvage, une nourriture, avoir des conversations, ce genre d'affaires-là. All right. Yeah, juste une petite question pour le lab, man. Je suis juste vraiment curieux de comprendre les gates. T'sais, comment vous amenez un produit de stage 1, stage 2, stage 3? C'est vraiment ma curiosité. Là. Fait que j'aurais une question pour toi. Je me la fais souvent poser, cette question-là, puis malheureusement, j'ai pas de... Sorry, man, j'aurais aimé ça plus original. Mais... Non, mais c'est une bonne question parce que il n'y a rien de précis dans la vie. Là. C'est difficile de savoir c'est quoi le stage, le moment exact, blablabla. Nous autres, notre première gate, admettons, c'est on ship le produit puis on a quelque chose qui est prêt à mettre en marché. Puis 2, c'est le market fit, fait que d'être capable d'avoir un bon ratio de personnes qui découvrent le produit puis qui finit par l'acheter, dans le fond. Fait que c'est vraiment notre 2e stade. Puis le 3e, normalement, ça devrait bouger vers nos teams plus d'opérations et produits, où est-ce que là, on a on va avoir une force de vente, une force de marketing, une force de support, des gens qui peuvent supporter nos clients dans le produit. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vois les différentes étapes, là. Ou du moins, c'est comme ça qu'on les fait. Juste une follow-up question. Je ne sais pas si tu peux partager la stage 1, la stage 2. Je sais pas, tu parles d'une métrique, là, tu viens de dire. Est-ce que tu peux partager un petit peu le threshold? Je suis juste curieux de comprendre. Ça, c'est à peu près le niveau de succès qu'on est comme. Ça, à ce moment-là, on passe de stage 2 à stage 1 à stage 2. Notre niveau de succès qu'on s'est mis à l'interne, c'est 1 million d'ARR. Donc, c'est ce qu'on cherche notre product market fit, c'est 1 million d'ARR. Fait que c'est ce qu'on cherche à bâtir. Puis, c'est pas évident de faire 1 million d'ARR. C'est comme des fois, c'est stretch, là, mais c'est notre stretch goal, c'est ce qu'on cherche à bâtir. Là. OK. Nice. Merci, Superman. Thanks, dude. Thanks. Bonne question. Frank, je peux-tu y aller? Oui. Feu vert. Moi, j'ai une petite question pour toi. Elle est super simple, elle est très ouverte. Je voulais savoir si tu avais si tu avais une baguette magique demain, puis que tu pouvais changer une chose dans ton quotidien en termes de tout ce que tu as comme responsabilité chez Workly, ça serait quoi? Puis pourquoi? Let's go. Une bonne question, ça. Une chose dans mon quotidien. Clairement pas les podcasts. Pas les podcasts, ça, j'aime ça. Surtout quand c'est planifié d'avance. C'est le fun, là, tu sais. Ça va être un petit peu contre-intuitif de par mon rôle puis de par ce que je fais. Mais la chose que j'aime le moins souvent, c'est les processus HR. Là, fait que, tu sais, je sais pas si c'est moi, mais je suis comme... quand j'arrive pour les faire avec ma team, c'est pas la tâche favorite que j'ai, mais je pense que c'est ça qui drive ma passion à régler ces problèmes-là d'une certaine façon. Fait que c'est comme... Pour moi, c'est très difficile de gérer des humains. Fait que, tu sais, comme ça répond à la question.
Puis les outils qui existent en ce moment, à part ceux de Workly, bien entendu, sont l'enfer. Fait que c'est vraiment ça, je te dirais, que j'enlèverais de ma to-do list. Puis j'aimerais ça que ça soit le plus automatisé possible, le plus simple possible. Puis, ouais. Mais il y a plein de monde, c'est sûr, dans le business qui trippe à mort là-dessus. Peut-être. Non, mais oui, mais mon point, c'est Ben, que il y a des gens qui ont Genre, plus de facilité, tout ça, exact. mais la portion plus... en fait, quand tu es allé dans Douda, tu as vécu un ensemble de process HR que tu devais exécuter à partir de maintenant, d'une certaine façon. OK, je pense que je comprends. Puis, tu sais, ce genre de process-là, des fois, c'est... pas que c'est contre-intuitif, mais c'est... Parce qu'ils sont très utiles, ils ont une utilité quand tu scales, quand tu grandis tes équipes. C'est important, ça assure un bon growth des gens, ça s'assure que tout le monde soit équitable dans le business. Il y a beaucoup de pros de faire ça. Mais d'un autre côté, des fois, c'est pas naturel. C'est pas l'humain, on dirait que tu arrives là-dedans, tu es comme c'est bien weird que je dois évaluer quelqu'un, puis là, j'ai pas vraiment de données. Puis, c'est difficile à faire. Fait que, je pense que c'est ce que j'aime le moins, mais c'est ce qui drive ma passion pour le HR Tech puis essayer de régler ces problèmes-là. Là. Ouais. Legit. Oh non. Non, c'est qui ça? Antoine? Antoine. Ah, OK. Salarié du savoir, bonsoir. Ma question, en fait, je veux revenir sur le avant-après. Parce que vous avez fait quand même une très longue... Vous avez fait, mettons, 8 vies de start-up avant d'arriver où vous êtes aujourd'hui avec du funding. Puis, en tant que founder, c'est du millage quand même. Il y a des moments que tu dis, je pourrais juste m'acheter un chalet puis colisser mon camp. Puis, fait que la première partie de la question, c'est peut-être le côté humain de ça, d'avoir pris cette décision-là de, OK, les gars, on commit puis on repart. On repart pour une ride. Parce que, tu sais, clairement, je sais pas si c'est public, je sais même pas si tu peux en parler, mais vous étiez quand même à un stade où les questions, c'est quoi l'exit, ou est-ce qu'on la vend, ou est-ce que vous avez eu des offres, je sais pas, peut-être. Mais là, vous avez vraiment pris un move de, OK, on double down, on shift, on skip la 2, on passe en 3, puis on est parti, puis on a un lab/studio en même temps d'un M&A, en même temps de tout. Fait que vous êtes en mode take over the world, backé par finalement une institution québécoise. Fait que là, la deuxième partie de la question, c'est tu un complot du gouvernement du Québec pour garder le talent puis garder la valeur, la richesse au Québec? Asking for a friend. C'est pas un complot, définitivement pas. Non, c'est vraiment, tu sais, on est encore jeunes, on a encore bien du... en fait, les trois, on aime ce qu'on fait, tu sais. On est comme, tabarnouche que c'est le fun, on a une belle gang, une belle compagnie, on a une belle plateforme, en fait, continuer à innover, puis on aime ça. Fait qu'on continue, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je pense que chaque business a comme son moment, que c'est le moment d'arrêter ou de continuer. Puis je pense que nous autres, c'est pas encore venu ce moment-là. Puis Avez-vous été... Je vais jumper là-dessus un peu. Attends, je vais interrompre Frank vite. Ah, man. Écoutez, si vous voulez m'entendre sacrer après Antoine, écoutez le podcast qui sort lundi. Mais avez-vous été influencé quand vous étiez plus kid ou plus jeune par les philosophies, les tenets, un peu de 37 Signals, Basecamp, ce genre de monde-là, ou pas nécessairement? Un petit peu. Là, ça va par phase. À certains moments, t'es comme, OK, oui, une très petite équipe. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que oui, on était influencés. Je pense pour le bien aussi. Il y a quand même des choses bonnes d'être bootstrap. Ce qu'on vient de vivre pour les compagnies qui... les 2 dernières années, c'est quand même difficile, mais nous autres, on a toujours été profitables, on continue à l'être. Ouais. La business est bâtie pour ça, d'une certaine façon. Fait on a des bons fondamentaux, mettons, dans le business. Fait puis je pense que cette 37 Signals, notamment, tu as l'air d'un bon fan, ça fait 2 références dans le podcast. Mais moi aussi, j'aime les philosophies, un petit peu, pas... Je sais pas, man, plus que je vieillis, moins, c'est vraiment paradoxal ce que je m'apprête à dire, plus je suis intolérant envers le monde qui sont intolérants, puis qui ont, mettons, des opinions très fortes, genre, puis avec pas de nuances. Ouais. Fait que des fois, je trouve ça tough, ce côté-là, puis je me suis rendu compte aussi en rencontrant tellement d'entrepreneurs que, genre, c'est pas vrai, hostie, là, que genre, bootstrap your way to success, it's the way to go, genre, l'investissement, c'est evil, puis comme, c'est des fabulations, c'est des histoires crissement magnétiques, man, que je comprends pourquoi qu'un camp va se poser là-dedans puis les compter, mais comme, la réalité, c'est un petit peu plus messy puis nuancé. Puis c'est ça que je trouvais sick, moi, de votre parcours, de dire genre, ben regarde, nous, on est rendu une place où là, ça fait du sens pour nous autres.
de faire ce move de funding-là. Exact. Puis je pense que c'est une des grandes forces de la business aussi. Là, quand tu parlais de l'annonce de Workleap, du changement, Ouais. c'est des gros changements. Là. C'est comme une acquisition qui pop from nowhere, on change de nom, comme plein d'affaires, mais les gens sont résilients, sont comme ça fait partie un petit peu du DNA de la business, je pense. Puis c'est une de nos forces. Excellente question, Antoine, merci. Tu te prépares pour le release de lundi. Là, c'est comme... J'avais une question. Ton nom? Mon nom, c'est Quentin. Parfait. Ma question, c'est au lab, là, y a-tu des gens que la job, c'est de penser à des nouvelles affaires, genre, tu sais, arriver à des idées, de où viennent les idées du lab, tu sais, attendez-vous juste comme un éclair de génie de quelqu'un à quelque part, ou il y a du monde qui sont activement à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux trucs? Bonne question. En fait, je te dirais que tout le monde est en train de penser, y a-t-il des façons d'utiliser de la technologie pour faire telle affaire? Fait que tout le monde y pense un petit peu. Mais la façon qu'on l'a structuré, dans le fond, on a 2 produits. Fait qu'on a moi puis Eric, mon collègue, qui est en charge des 2 produits. Fait que on s'assure d'amener les produits. Puis il y a Simon, bien entendu, qui est avec nous autres. Fait que plus en brainstorm, puis trouver des nouvelles idées, puis tout ça. Mais je dirais que les idées viennent assez naturellement, mettons là. Parce que ton idée, c'est pas de. En fait, je vais parler pour moi. Peut-être que d'autres personnes, c'est différent, mais. Pour moi, les idées, on lit des choses sans arrêt, tu lis des philosophies, des livres, tu écoutes la télé, tu parles à des clients qui ont des problématiques. Fait que, ça vient d'un peu partout, puis à un moment donné, tu es comme « Hey, je viens de voir, pointer Étienne, parce que je l'aime bien, Étienne. Étienne a vu une nouvelle affaire de data qu'on peut appliquer, un nouveau modèle AI qu'on peut appliquer pour telle affaire. Puis là, c'est comme, hey, what if qu'on utilise cette patente-là pour tel problème? Puis là, ça vient vraiment d'un peu partout. Fait que, c'est ça. Nous autres, on le voit vraiment, on essaye, mais on se donne les moyens de pousser l'idée un petit peu plus loin. C'est pas juste de trouver des nice-to-have tools ou des trucs. Là, on veut vraiment amener des produits au marché, puis c'est ça notre défi. Puis avant qu'on fasse ça, on était vraiment plus en mode, on lançait des idées, on testait des choses, mais ça tombait toujours un petit peu à l'eau d'une certaine façon. Il y avait des bonnes idées. Des fois, on les utilise même encore aujourd'hui. Ce qu'on a bâti il y a 2 ans, tu es comme, hey, ce qu'on a fait là, on pourrait le réutiliser et ça va nous aider. Mais vraiment, c'est ça. Fait que ça vient vraiment de façon très organique. Organique, c'est bon. Merci. Plaisir. Merci. Salut, Yes. moi j'ai une question plus au niveau des ventes. Donc, tu as mentionné que, avec Workleap, l'emphase, c'est sur le mid-market, les petites entreprises. Mais tu as mentionné aussi qu'il y a des grosses entreprises qui font un peu de tout, mais ils le font pas hyper bien. Workleap, l'idée, c'est d'avoir un toolkit complet. Pourquoi pas alors essayer de compétitionner avec tout ce qui est enterprise? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on a remarqué, le but, c'est d'être les meilleurs dans quelque chose aussi. Là. Donc, nous autres, notre but, c'est d'être les meilleurs en expérience employée pour le mid-market, les petites moyennes entreprises. Puis, veux pas, c'est les 2 types d'entreprises, c'est quand même différent. Puis, pas juste culturellement puis la façon d'opérer, mais c'est aussi différent dans la façon qu'ils achètent du software, les attentes pour leur provider de software, les attentes en service aussi des providers. Fait que, c'est vraiment des modèles de business qui sont différents. À la fin de la journée, là, je pense que c'est très difficile d'être excellent dans les 2. Fait que nous autres, on préfère se concentrer sur une niche qu'on comprend bien. Le dog fooding, on est là. Nous autres, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait. Puis pour trouver justement ces innovations-là, ces simplicités-là, il faut que tu maîtrises exactement ce qui se passe. Tandis que les entreprises, eux, vont essayer d'automatiser ce qu'ils font déjà avec des outils. Fait que c'est pas la même chose. Si je peux ajouter là-dessus, on rentre dans une période où genre l'argent coûte cher, puis le monde check leur scène, puis genre passer à travers des processus de procurement puis de validation dans du gros enterprise, c'est de plus en plus tough. Là, genre, il n'y a pas d'argent qui se lance. Fait que je pense que si c'est pas dans ton DNA de dealer avec des huge clients comme ça, il y a une partie de 125 millions qui va aller à genre avoir une équipe juste pour ça. Là, c'est pas nécessairement facile, mais ce qui est hot avec ça, c'est que si tu réussis à fitter dans toutes ces cases-là, après ça, tu as des gros tickets. Là, c'est genre des clients, des vaches à lait énormes. Genre, puis... Mais ouais, c'est une bonne question, ça. Merci. Ouais. Allô, Édouard, j'ai une petite start-up et on est passé à travers un processus de Customer Discovery Interview pendant 4 mois, vraiment intéressant. Et en fait, je serais curieux de savoir
C'est correct. On te voit mieux. Super. Je serais curieux de savoir, en fait, est-ce que vous avez nailé déjà? En fait, comment vous faites votre discovery interview? J'imagine que vous en faites. Vous allez parler avec des gens avant même de coder une seule ligne de code. Est-ce que vous avez un process? Puis est-ce que vous l'avez nailé? À quoi il ressemble? Je serais curieux de t'entendre un petit peu là-dessus. Merci. On est quand même chanceux. On a déjà beaucoup de clients. Puis, un de nos produits forts, ça reste Office Vibe qui mesure les différents facteurs de l'expérience employée. Donc, on a quand même des bonnes données sur ce que nos clients ont besoin ou qu'est-ce qui est le plus difficile dans la majorité des gens. Fait que c'est sûr qu'on a une source de données qu'on est capable d'utiliser pour, mettons, guider certaines de nos idées. Puis, plus pratico-pratique, là, c'est bien beau d'avoir une idée. Ah ouais, on pourrait faire ça, mais là, après ça... moi, personnellement, je peux te dire, je suis un gars de produit, là, c'est ma job. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je parle à un maximum de clients avec un maximum de perspectives aussi. Là, donc, il y a des personnes ici que j'ai parlé. Là, donc, des fois, tu vas parler avec des consultants, du monde qui sont super bons dans le domaine puis qui ont une perspective, qui parlent à plein de clients. Tu vas parler avec des clients directs, du monde de différentes industries. Fait que tu essaies de voir un peu, comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi ils achèteraient un logiciel. Donc, tu rencontres un maximum de gens. Puis après ça, nous autres, on est beaucoup dans l'expérimentation. Donc, on essaie de bâtir des produits le plus rapidement possible, de le mettre dans les mains de ces personnes-là, chercher du feedback, puis c'est très, très, très itératif. Là. Ça bouge vite. Fait que, Moi, j'ai peut-être une mitraille de conseils, là, si tu veux les entendre. Ben, avec plaisir. Parfait, merci. Ça aurait été complètement awkward. Ouais, Jobs to be done, le framework, on en parle tout le temps. C'est une christie de bonne manière de poser des bonnes questions sans se perdre dans un faux persona que tu as imaginé que c'est juste à cette personne-là que tu dois parler. Fait que moi, quand j'en ai fait récemment, parce que j'ai fait une petite exploration SaaS là, de mon côté aussi, puis justement, je suis passé par une phase de validation. Jobs to be done, framework. Après ça, un ratio de au moins 2/3 du monde que tu connais pas pantoute, là. Puis pour pas juste avoir du love, puis du mom, puis du friends qui vont te dire que t'es hot, puis que c'est hot ce que tu fais. Une autre chose, c'est un minimum de comment tu dis ça? Statistically significant, genre, fait qu'un minimum d'interviews plus que 5. Tu sais, quand t'es une douzaine, vingtaine, 30, là, tu commences à avoir quand même du juice pour avoir des extrapolations d'insights, tu sais, puis de validation. Puis parler de prix, parler de cash aussi, pas se gêner de parler de ces choses-là pour voir genre le sentiment, il est où par rapport à la perception de valeur, tout ça. C'est comme vraiment un messy paquet de tips, mais j'espère que ça peut être pertinent. Ben, as-tu utilisé j'en ai fait 70, Discovery Interviews. Let's go! Puis justement, je me demande, connais-tu un produit bien? Parce que j'en ai pas trouvé pour faire ça. J'ai utilisé Notion là, pour comme tout J'ai faire. utilisé Notion GPT, aussi, genre pour comme tout cruncher, mais ouais, je serais curieux de savoir s'il y a des outils qui existent. Une chose certaine, c'est qu'il y a des tools comme genre si Grain, Antoine a travaillé pour eux autres, il pourra t'en parler, il a adoré son expérience. Mais le tool est vraiment cool. Puis on l'a utilisé moi pour des validation interviews. Tu peux faire des summaries. Après ça, tu peux tout le transcript, mettons, paster ça dans le chat GPT, demander de sortir des insights ou de quantifier des trucs. Fait, mais j'ai juste fait du patching. Puis je suis vraiment pas un pro de ça. Fait que j'ai pas un tool spécifique en tête, mais si quelqu'un en a un, dites-lui. J'en ai un, ouais. Toi, t'en as un? Ouais, on Parfait. utilise... Pour toutes les entrevues, on utilise Dovetail. Donc, c'est un outil... c'est bien, là, tu uploads tes vidéos dans Patente, ça le traduit, ça sort tes insights, tu peux taguer des portions, sharer des snippets à ton équipe, admettons, ah oui, c'est vraiment nice. Fait que c'est quand même bien fait. Il y a quand même... il y en a quelques-uns. On va mettre ça dans les show notes. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Ben. Excellente question. Ah, puis dernier petit truc, on parlait de bien des process, mais don't over-process, par exemple. Tu sais, job to be done, tu fais ton best bet après tes 30 entrevues, puis go with it, puis tu revises dans 3 mois. Essaye pas de le nailer sur 6 mois parce que à la fin de la journée, tant que le monde ne voit pas des vraies affaires, ça devient... There's so much you can do. Là, le monde Bye, Mike. Bye, Mike. Allô, Anthony? Yes. Donc, j'ai une question un peu à 2 volets. Donc, quand tu débutes, exemple, en affaires, start-up et tout ça, tu as 21 ans, par exemple, tout ça, Guillaume, avec tes partners, puis tu te dis, ben parfait, j'engage mon premier employé, etc., tout ça. Plus dans l'aspect financier, un peu, tout ça, comment que tu te fais pour te dire, ben parfait, est-ce que tu te bases sur le salaire un peu que
tel employé devrait faire tel salaire, tout ça. Ça, c'est vraiment le premier volet quand tu start up. Mais après ça, la deuxième portion de la question, c'est au niveau de Workleap, dans l'aspect expérience employée, on s'entend que l'aspect financier dans nos vies est quand même assez présent. Puis il y a de la concurrence, etc. Bien, comment que Workleap, justement, fait pour les entreprises qui sont clients avec vous, mais vous aussi à l'interne, sur l'aspect très financier, donc avantages sociaux et tout ça, salaire, de rester compétitif, puis d'avoir des réponses à ça, puis de garder un peu un écosystème que quand que les salaires, ça se parle au Québec et tout ça, ben comment tu fais pour justement te différencier puis rester compétitif, tant pour vos clients et pour vous à l'interne? Bonne, mais énorme question. Tu veux-tu la prendre? Pour la En fait, portion... c'est pour toi. Ouais, à grosseur qu'on est rendu, nous autres, c'est quand même très important. Là. La Rémun, c'est comme littéralement un projet à l'année longue. Là. C'est comme, on est toujours en train de réviser comment qu'on est compétitif. Après ça, on est externe partout au Canada. Fait que là, il faut que tu sois compétitif partout pour pour que ça fasse du sens. Là. Fait que c'est très large. En mode start-up, par contre... Moi, en mode start-up, je peux te dire... Si tu rentres dans une startup vraiment early, justement, il faut que tu aies un certain appétit pour le risque, right? Fait que moi, ce que je dis à des founders qui commencent, c'est genre, le monde peut payer, tu peux les payer avec de l'équité, tu peux les payer avec du cash ou des donuts. Fait que, essaie de trouver un mix qui te permet de tester un peu la personne, son fit, son potentiel au départ, ou est-ce que peut-être ça va être moins de cash upfront, mais comme peut-être qu'il y a de l'équité ou un bonus à la performance ou quelque chose. Puis en même temps, c'est comme un test. Genre, la personne est-tu vraiment prête à prendre des risques pour embarquer dans ce business-là avec moi? Pas autant de risques que moi, mais comme si c'est mon early employee en startup, puis qu'il veut des conditions genre pristine, genre à la Google ou whatever. C'est comme, non, man, ça marche pas. Tu comprends? Fait que j'essaie d'avoir des phases qui sont dérisquées pour toi comme entrepreneur, un petit peu plus risquées pour la personne. Ça te permet de valider le fit sans... ça va peut-être trop coûteux en énergie ou en fric. Fait que j'ai ce conseil-là peut-être à donner côté startup. Sinon, man, il y a une affaire, je vais faire un mini rant, là. Mais les benchmarks de data de salaire, là, comme moi, les celles qu'on m'a pas imposées, là, mais presque, là, chez Douda, j'étais comme... OK, eux, là, ils disent là, qu'ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour faire cette étude-là across, genre, le monde ou ben non, les Amériques du Nord. Puis voici les benchmarks pour un dev senior versus junior, whatever. Puis, dude, n'importe qui que je parlais dans n'importe quelle compagnie, dans mon cercle à moi, c'était way higher. Parce que le temps que cette data-là soit collectée, puis qu'elle soit publiée, souvent... le market change, man, tu sais. Ouais, surtout dans les 4 dernières années, ça l'a comme explosé un peu partout, là, fait que c'est... Fait que, les données sont si tu veux lowballer, utilise des études de même. Mais, je sais pas, j'ai comme pas été un fan de cette expérience-là, de me faire comme ancrer à ces studies-là, surtout qui reflétaient pas ma réalité de market. Mais, rent over, là. As-tu l'impression qu'on a répondu à ta question? Bien, aussi, la question porte un peu sur l'aspect, c'est le onboarding. Le produit que vous allez mettre à l'intérieur de l'entreprise, nécessairement le onboarding du client doit, de la personne qui va travailler dans cette entreprise-là, va sûrement faire état un peu de voici ton salaire, voici ce que tu as comme avantage sociaux, voici ce que tu vas passer un peu. C'est un peu plus dans cette portion-là, de comme l'information que tu vas transmettre, puis que l'employé va être parfait, j'ai les informations à portée de main, puis tout ça. Pas sûr. J'allais répondre, mais je pense que je ne saisis pas exactement la question. Dans le produit, dans Workleap, admettons. Oui, exact. Directement dans Workleap, par exemple, puis comment que ça se passe, puis après ça, ben, quand tu... On n'a pas dans Workleap, on n'a pas nécessairement un module de compensation, de rémunération, excuse-moi, built-in, quoi que ce soit. Ceci dit, dans le produit Office Vibe, on va poser les questions aux employés pour savoir, est-ce que ton niveau de salaire représente bien ta job? Est-ce que tu es satisfait? Fait qu'on va aller chercher un petit peu de données là-dessus pour s'assurer que les gens soient satisfaits. Mais au départ, mettons, quand il y a un contrat de travail qui est envoyé, puis toute l'info est là-dedans, l'info vit dans un courriel, comment est-ce que tu informes les personnes de « Hey, tu viens travailler chez nous, là, tu vas avoir à peu près tant de cash. À peu prprès. C'est très précis. Tu vas avoir tant de cash, tes avantages sociaux, les vacances, ça vit dans un... Ouais, ben nous autres, on utilise Bamboo HR, donc... Nope. Sorry about that. Dude, je m'excuse. C'est un bon produit pour ce que ça fait. Même. Mais
fait que, tu sais, nous autres, on a notre système HR de base, là, où est-ce que tous les contrats d'emploi, les salaires, vraiment l'information pour opérer tes HR. Fait que ça, on a ça dans notre système HRIS. C'est bon. Puis après ça, Workly, puis ça se plug là-dessus. Fait que c'est comme une couche par-dessus. Puis là, on va aller gérer vraiment plus le côté l'expérience employée, les interactions, comment ça se passe, les différents flots de travail, etc. Mais on bâtit par-dessus ces plateformes-là. Là, Bamboo, juste pour être sûr, c'est pas québécois. Hein? Non, ça vient du Denver, je pense. Denver, j'ai haï le Colorado. Mais c'est pas vrai. J'ai vécu là, OK? Une autre question de... Julian. Moi puis Julian, on est allés au secondaire ensemble, Mont-Saint-Sacrement, shout-out au Mont-Saint-Sacrement. Justement, shout-out à François qui a été mon premier président à 16 ans. Oh! Sinon, j'ai une question pour Guillaume. Ah. Désolé. Je vais te parler après. Pour le passage de service, après autant d'années à des produits, qu'est-ce qui a été le processus? Est-ce que ça faisait des années que tu dis « Ah, peut-être un jour un produit » ou c'est comme un peu comme le changement de nom dans un brainstorm 45 minutes, vous avez dit « Ah, on fait un produit ». Est-ce que vous étiez bootstrap? Est-ce que vous avez attendu d'avoir bien du cash pour dire « Ah, là, on est capable de se financer ». Ouais, c'est une très bonne question. Puis, et non, ça s'est pas pris sur un coin de table, celle-là, parce que. Un petit peu. Là, on a eu des discussions dans un manège de ces deux, mais anyway. C'est ça, c'est genre l'élément déclencheur. La décision, ça a été très bien réfléchi, parce que ça avait un impact sur des gens, des individus. Et nos clients, effectivement, les gens avec qui on travaillait. Fait que, mais le driver de la décision, je te dirais, c'était plus backé par des données. Okay. Fait que nos revenus produits surpassaient nos revenus de services, puis on savait qu'on était capable de continuer à survivre, puisqu'on est bootstrap, là, fait que nous autres, c'est all about profit, mais on était capable de transférer les gens, garder un niveau de profitabilité juste avec les produits, tout en perdant ces revenus-là. Fait que ça a été une décision qui s'est prise quand même pas mal avec les données. Okay. Fait que c'est un peu plus froid, c'était pas... Ben non, mais tu le dis bien, ça vient d'une vision. Là. Ça vient d'une vision quand même. La décision est... Parce que faire les deux, être bon à faire les deux, très difficile. Ben, oui. C'est tough. Là, j'en connais pas. Comment tu fais faire avoir autant de focus sur ton service que sur tes produits? Puis déjà, faire un produit, c'est extrêmement difficile. Justement, je suis dans une compagnie de service, puis on pense peut-être un jour sortir un produit, mais on a du struggle à l'interne. Ça changerait vraiment beaucoup le feeling, la vibe, la compagnie. Puis, mais le pire, Julian, on s'en reparlera, mais il y a plein de podcasts sur Ça se passe qui parlent de ces moves-là. Non, mais c'est vrai, c'est même pas pour plugger mon podcast. Ouais, je fais un mea culpa, j'ai jamais écouté les épisodes, mais clairement, après aujourd'hui, ça me donne vraiment le goût d'être un fan de la série. Nice. On va en prendre... il reste combien de personnes, là? Je vois rien. 1, 2? Ouais, on va en prendre 2, puis après ça, on va peut-être boire 3. Parfait, on va faire ça quick, man. Ça en vient 9h, le monde doit avoir mal aux fesses. Moi, j'ai mal aux fesses. Moi aussi. Toi aussi? Bon, on va faire ça quick. Hey, what's up? Bon matin. Antoine, mais pas le même que l'autre que tantôt. Ouais. Ça va peut-être être bien short and sweet si ta réponse est non, mais non. Là, vous avez choisi le nom Workleap après un brainstorm. Ça a été super rapide comme changement. Mais est-ce que par le passé, vous avez déjà pensé à faire du rebranding, que ce soit au niveau de la compagnie ou au niveau des produits? Puis si oui, pourquoi ça s'est évidemment pas passé? Oui. Ça a été un petit brainstorm de 45 minutes, fine, là, mais le brainstorm pour trouver Workleap, ça a été très long. Là. Ça a pris 3 mois de trouver un nom qu'on sentait qui faisait du sens. T'sais. Pour le nouveau produit. Mais la décision de le changer, ça s'est fait vite. Pour G-Soft, avant, il n'y avait pas de... Pour G-Soft, non. On n'a pas vraiment eu de brainstorm. Ça n'a jamais été dans les plans de le changer jusqu'à temps qu'on sente que là, OK, on a beaucoup trop de produits puis de brands. Fait que c'était un peu les pains qui ont... Moi, je trouve encore que c'est une tragédie que ça n'a pas été Gangster Software, pas juste G-Soft. Mais excellente question. Ouais. Merci. All right, merci. Merci. All right, le dernier. Yes. Geoffrey, ma question, c'est, tu sais, Workleap, vous avez une culture d'entreprise qui est comme hors pair. Avec 150 millions de la Caisse de dépôt, vous allez acheter plein de compagnies. Demain, vous faites comment quand vous achetez une compagnie, puis la culture d'entreprise, est-ce que vous la enforcez à celle de Workleap ou vous travaillez avec celle qui est déjà établie dans l'entreprise? Puis ça prend combien de temps pour... faire le process pour justement apporter votre culture d'entreprise dans les nouvelles entreprises que vous allez acheter?
Ben, la culture d'entreprise, ça fait partie de nos critères, là. Donc, si on rencontre une compagnie qu'on sent que c'est à l'opposé de la façon qu'on voit les choses, qu'on opère, etc., tu sais, ils vont sûrement être C'est un discardés. deal breaker pour toi? Ça va être un deal breaker, à mon avis. Ben, je suis dans le processus, fait que je sais qu'on a des critères, là, fait qu'on regarde des choses, puis tu sais, un critère qui est la culture, puis le fit d'une certaine façon, là. Donc on s'assure que ça soit possible. Ceci dit, j'ai hâte à la prochaine, voir comment ça va se passer, là. Tu sais, admettons qu'on a une compagnie, je sais pas, qui vient des États-Unis ou ailleurs au Canada, tu sais. Reste qu'au Québec, on a quand même une culture un petit peu différente du reste des places en Amérique. Fait que j'ai hâte de vivre ce truc-là. Là. Il y a une affaire que je peux dire là-dessus aussi, c'est que oui, ça amène certains, pas des conflits, mais des challenges, mettons. Par contre, si tu nails puis tu overcomes ces challenges-là, tu gagnes quand même une diversité après comme organisation parce que tu as du monde boots on the ground qui connaissent la culture d'un market spécifique, puis ça peut juste pour justement ton thinking produit agrandir un peu comme le genre de personne à qui tu réfléchis, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'était le truc cool dans Douda de voir genre, wow, t'as peu, là, man. Quand t'es au market en Asie, c'est pas de même que ça marche, là, tu sais. Puis, anyway. Ouais, définitivement. Je pense que c'est. Mais c'est des bons challenges, c'est ça. Ben, ça s'en vient. Effectivement. C'est notre futur. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir en reparler. Là. Merci, man. All right. On close ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bon, on fait ça.